Le 31 juillet 1993, le roi Baudouin meurt subitement d'une crise cardiaque après avoir été roi des Belges durant 42 ans. Un décès qui arrive seulement quelques semaines après que la Belgique soit officiellement devenue un État fédéral. C'est que les années 70 et 80 ont été celles où la Belgique s'est radicalement transformée, en transférant de nombreux pouvoirs à des régions et des communautés autonomes. Des changements intervenus alors que la Belgique était balayée par le choc pétrolier, l'inflation, le chômage et l'endettement qui frappent toute l'Europe occidentale. Tout cela alors que la société belge se transforme à toute vitesse et que le pays est meurtri par des attentats et des assassinats. Comment une nouvelle Belgique est née entre 1970 et 1993 ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de Vannes de Belgique. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série qui résume les grandes lignes de l'histoire de la Belgique de l'Antiquité à nos jours. Aujourd'hui, avec les dernières décennies du XXe siècle, on va donc aborder la période où une nouvelle Belgique est née, à savoir la Belgique fédérale. Désormais, tous les pouvoirs n'appartiendront plus uniquement à un pouvoir central unitaire, mais à un pouvoir fédéral pour toute la Belgique d'un côté, et d'autre part, à des pouvoirs autonomes qu'on nomme les entités fédérées. Alors, je ne vais pas pouvoir expliquer dans le moindre détail tout le processus de la fédéralisation de la Belgique, mais je vais tenter de vous en expliquer les grandes lignes, et de rendre tout cela le plus compréhensible possible. D'abord, il faut dire que la fédéralisation de la Belgique s'est faite à une époque où les partis ont commencé à se diviser en deux, et où le Parlement belge se fragmente de plus en plus. Ainsi, au cours des années 70, les partis politiques belges se séparent sur une base linguistique. Et il y a donc désormais un parti social-chrétien flamand et un autre parti social-chrétien côté francophone. Et c'est pareil pour le Parti libéral et le Parti socialiste qui se scindent en deux dans les années 70. Il y a aussi de nouvelles forces politiques, comme les partis écologistes qui font leur entrée au Parlement en 1981. Ils s'ajoutent aux partis politiques régionalistes et nationalistes qui sont apparus dès les années 60, comme le Rassemblement wallon, le Front démocratique des francophones à Bruxelles et la Volksunie en Flandre. Et enfin, au début des années 90, avec le Vlaams-Blok, on assiste aussi à l'émergence de l'extrême droite en Flandre, et dans une nettement moindre mesure, également côté francophone, avec le Front national belge. Durant toute cette période, le CVP, le Parti social-chrétien flamand, est le premier parti politique en Belgique, et il occupe pratiquement toujours le poste de Premier ministre. Ainsi, Wilfried Martens occupe le poste de Premier ministre de la fin des années 70 au début des années 90. Et l'implantation du CVP est alors si forte en Belgique qu'on parlera parfois même d'État CVP pour désigner la Belgique. Mais attention, le CVP et la famille sociale chrétienne ne gouvernent pas seuls. Et comme on est en Belgique, les sociaux-chrétiens doivent tantôt s'allier avec les socialistes, tantôt avec les libéraux pour former une majorité. Et parfois, les gouvernements réunissaient aussi des partis aux idées très opposées, comme le FDF et la Volksunie. De plus, il fallait souvent réunir beaucoup de partis, car pour faire de la Belgique un État fédéral et changer la Constitution, il faut les 2/3 des voix au Parlement. Et naturellement, il y avait régulièrement des divergences parmi tout ce petit monde. Des divergences qui pouvaient mener à la chute des gouvernements. Les réformes de l'État qui ont mené au fédéralisme ne furent donc pas faciles à négocier. On distingue en fait 4 réformes de l'État de 1970 à 1992. Une première en 1970, une deuxième en 1980, et une troisième et une quatrième en 1988 et 1992. Ces différentes réformes instituent d'une part des communautés dès 1970 et des régions dès 1980. Les communautés étaient avant tout une exigence des Flamands, qui craignaient pour leur langue et leur culture. Et les réformes de l'État leur confient les compétences de matières dites personnalisables, comme l'enseignement, la culture, le sport et la santé. Les régions sont quant à elles liées à un territoire et répondaient aux exigences d'autonomie économique des Wallons. Ainsi, on va donner aux régions des compétences en matière de politique économique, d'aménagement du territoire, de mobilité et de logement. Il y a donc aujourd'hui en Belgique une région flamande, une région wallonne et une région bruxelloise. Et d'autre part, une communauté flamande, une communauté française et une communauté germanophone. Et depuis la 4e réforme de l'État décidée en 1992, chaque région et chaque communauté est dotée d'un parlement et d'un gouvernement élus au suffrage universel. Voilà donc les grandes étapes
qui ont conduit la Belgique à devenir officiellement un État fédéral en 1993. Mais la Belgique, c'est comme l'orthographe française. Il y a pas mal de cas particuliers qui la rendent compliquée. Mais comme avec l'orthographe, il s'agit simplement de les connaître. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien on va voir tout ça. Tout d'abord, il y a le cas de la Flandre, où les Flamands ont décidé de fusionner les gouvernements et les parlements de la communauté et de la région flamande. En revanche, ce n'est pas le cas côté francophone, car les Wallons et les Bruxellois francophones, qui composent la communauté française, appartiennent à deux régions différentes. Contrairement aux Flamands qui n'ont donc qu'un seul et unique gouvernement et parlement, les francophones de Belgique ont donc chacun de leur côté un parlement et un gouvernement régional, même s'ils sont par ailleurs unis par le gouvernement de la communauté française qui siège à Bruxelles. Et il y a aussi la situation spécifique de la communauté germanophone de Belgique, qui fait officiellement partie de la région wallonne, mais qui a aussi progressivement obtenu des compétences de caractère régional. Enfin, il y a aussi le cas de la province du Brabant, où ici, on a supprimé une exception, car cette province était la seule à être bilingue, raison pour laquelle elle fut scindée pour donner le Brabant flamand et le Brabant wallon, alors que la région bruxelloise, qui faisait partie du Brabant, sort du cadre provincial, reste bilingue et récupère les anciennes compétences du Brabant. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir la région bruxelloise justement. En effet, de par son statut bilingue, de par sa position enclavée dans la région flamande et par son poids économique, Bruxelles était et demeure encore aujourd'hui au centre de bien des divergences. Premièrement, il faut dire que la région bruxelloise voit seulement le jour en 1989, soit 9 années après les régions flamandes et wallonnes. Cela s'explique par le fait que de nombreux Flamands n'acceptaient pas le principe d'une région bruxelloise autonome. Car selon eux, bien que Bruxelles soit devenue une ville très majoritairement francophone, elle serait pour eux avant tout une ville flamande. Beaucoup de Flamands craignaient alors qu'une région bruxelloise autonome ne renforce encore le caractère francophone de la ville, et plaidaient alors pour une cogestion de la ville par la Flandre et la Wallonie. Mais finalement, en 1988, un accord est trouvé pour que Bruxelles devienne une région à part entière. Pour rassurer les Flamands, la minorité néerlandophone de Bruxelles est alors très protégée. En effet, les néerlandophones possèdent un nombre de députés plus élevé que leur poids réel, et ils obtiennent la moitié des postes de ministres au gouvernement régional. En fait, cette parité linguistique des ministres à Bruxelles est un copier-coller de ce qui se fait au gouvernement fédéral, où il y a une moitié de ministres francophones et une moitié de ministres néerlandophones, et ce, bien que les néerlandophones soient plus nombreux. Alors ces systèmes de parité linguistique, ils peuvent bien entendu être critiqués, mais il faut en tout cas comprendre qu'ils ont été pensés pour éviter qu'une communauté linguistique ne puisse écraser l'autre par le nombre. Même s'il y aurait encore beaucoup à dire, vous pouvez désormais y voir plus clair sur l'histoire et le fonctionnement de cette nouvelle Belgique, où en plus du pouvoir fédéral qui fédère tous les Belges, il y a désormais aussi des entités fédérées, régionales et communautaires. Et si toutes ces réformes ne furent pas toujours faciles à mettre en place, c'est aussi parce qu'au moment où la Belgique se transforme en un État fédéral, le pays tout entier est touché par la crise économique qui frappe le monde depuis 1973. Au mois d'octobre 1973, les pays producteurs de pétrole décident d'augmenter fortement le prix du pétrole. L'économie mondiale, qui était déjà fragilisée par la fin de la convertibilité de l'or et du dollar en 1971, se voit littéralement privée de son carburant, ce qui freine la croissance économique des pays développés comme la Belgique. C'est ainsi que prennent fin les 30 Glorieuses, cette période de croissance économique inédite qui avait commencé après la Seconde Guerre mondiale. Et la crise va durer, d'autant qu'un autre choc pétrolier aura lieu en 1979. Les conséquences de la crise sont multiples. D'abord, il y a la récession générale qui frappe tous les pays occidentaux. De très nombreuses entreprises font faillite et de nombreux travailleurs perdent leur emploi. Le chômage est donc en forte hausse, alors qu'il était presque inexistant dans les années 60. Et puis surtout, il y a l'inflation qui décolle et la Belgique connaît une des pires hausses de prix de son histoire. D'autre part, on cherche à remédier aux pénuries de pétrole, en limitant la circulation automobile lors de certains jours, et par ailleurs, on cherche à développer de nouvelles énergies, en développant par exemple l'énergie nucléaire. Les réacteurs nucléaires belges construits durant les années 70 deviendront ainsi la principale source d'électricité en Belgique. Une conséquence importante de la crise, c'est aussi l'augmentation rapide du déficit et de la dette publique. Car, alors que les dépenses de l'État, comme les allocations de chômage, augmentent, les recettes baissent à cause des faillites et du chômage. Bref, la dette de la Belgique augmente pour atteindre plus de 130% de la richesse nationale annuelle au début des années 1990. Dans ce contexte, beaucoup en Belgique et ailleurs estiment qu'il faut réaliser des économies dans les dépenses publiques
pour réduire la dette et relancer la croissance. C'est le cas par exemple de Ronald Reagan aux USA et de Margaret Thatcher au Royaume-Uni. Et en Belgique, ce sont des gouvernements de droite réunissant les sociaux-chrétiens et les libéraux qui vont mettre en place de nombreuses mesures d'austérité durant les années 1980. Ces gouvernements, qu'on nomme souvent les gouvernements Martens-Gold chez les francophones, usent de pouvoirs spéciaux pour prendre de nombreuses mesures d'économie dans l'enseignement et le social. En même temps qu'ils réalisent 3 sauts d'index, c'est-à-dire que durant 3 années, les salaires ne sont pas augmentés en fonction de l'inflation. Mais si les dépenses publiques baissent, les taux d'intérêt auxquels la Belgique doit rembourser sa dette sont tellement élevés que la dette continue malgré tout d'augmenter. Quoi qu'il en soit, la politique des gouvernements Martens-Gold suscite des mécontentements et de très nombreuses grèves et manifestations qui réunissent jusqu'à plus de 200 000 personnes dans les rues de Bruxelles en 1986. Le tout dans un contexte où les relations entre patrons et syndicats se crispent sensiblement. Les patrons estimant que pour sortir de la crise, il faut rendre la Belgique plus compétitive, en réduisant les dépenses de sécurité sociale. Ils entrent alors plus souvent en conflit avec les syndicats, et le modèle de concertation sociale qui prévalait depuis la guerre est affaibli. Alors si la crise économique des années 70 et 80 a été très dure à vivre dans tout le pays, ça a sans doute été encore plus vrai en Wallonie, parce que la crise frappe une région qui était déjà en difficulté économique depuis au moins les années 50 et 60. Déjà, presque toutes les mines wallonnes avaient fermé avant 1973. Mais maintenant, c'est la sidérurgie wallonne qui est menacée par la concurrence économique croissante. Bien que l'État tente à plusieurs reprises de soutenir l'acier wallon, il ne parvient pas à empêcher les fermetures successives et les pertes d'emplois qui vont avec. Le problème de l'acier wallon prend d'ailleurs souvent une tournure communautaire, et on entend souvent dire en Flandre « plus un franc pour l'acier wallon ». Dès lors, beaucoup de Wallons se plaignent que les Flamands ne veulent pas investir pour aider à la sauvegarde de ce secteur clé pour l'économie wallonne. Mais au-delà de la question importante de l'acier ou des mines, c'est toute l'économie belge qui se transforme. Les robots, l'informatique, tout cela prend de plus en plus de place. Et par ailleurs, la Belgique se trouve confrontée à la concurrence croissante du reste du monde et à l'internationalisation de l'économie. Ainsi, le pourcentage d'emplois qui dépend de capitaux étrangers est en constante augmentation. Et c'est dans ce contexte qu'en 1988, un groupe d'investisseurs français rachète la Société Générale, la plus grande banque d'affaires de Belgique. La Société Générale était encore plus vieille que la Belgique elle-même, et son emprise sur l'économie belge était considérable. Et son passage à des mains étrangères marque indéniablement une évolution économique importante de la Belgique moderne. En plus de la crise économique dont on vient de voir les effets, les années 70 et 80 sont marquées par des épisodes très violents, qui vont marquer durablement la société belge. Cette violence était parfois politique, et parfois, elle était aussi motivée par l'argent. Et dans certains cas, elle fut entourée de mystères, et je parle donc ici de ceux qu'on a surnommés les tueurs du Brabant, ou encore la bande de Nivelles en néerlandais. Les tueurs du Brabant demeurent un des plus grands mystères de la Belgique contemporaine. Surnommés ainsi parce qu'ils opéraient surtout dans la province du Brabant, les tueurs du Brabant ont commis une série de braquages meurtriers en 2 vagues, en 1982-1983 et en 1985. Leurs faits les plus sanglants sont des braquages dans des supermarchés, où ils abattent aussi bien les travailleurs que de simples personnes venues faire leurs courses, le tout pour des montants dérisoires. Au total, leurs crimes ont fait 28 morts, et les tueurs n'ont jamais été arrêtés, malgré des années d'enquête. L'ampleur de la violence déployée par les tueurs a semé la terreur durant des années, et plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer leurs crimes. Et l'on s'est demandé si, au-delà de simples braqueurs, il ne s'agissait pas d'anciens gendarmes d'extrême droite ou de services secrets belges ou étrangers qui cherchaient à déstabiliser l'État. Toutefois, rien ne put jamais être fermement établi et le mystère demeure. Par ailleurs, l'année 1985 est sans doute l'année noire de la décennie, car c'est à cette époque que se déroule aussi la terrible catastrophe du Heysel lors d'une finale de Coupe d'Europe à Bruxelles. Ce 29 mai 1985, le match doit opposer le club anglais de Liverpool aux Italiens de la Juventus. Mais ce qui devait être une fête va basculer dans le drame, quand un groupe de supporters de Liverpool charge les supporters italiens, créant dès lors un gigantesque mouvement de panique et l'effondrement d'une partie de la tribune, tuant ainsi 39 personnes et faisant des centaines de blessés. Les autorités belges sont alors grandement mises en cause pour les défaillances de l'organisation, de la sécurité et pour la vétusté du stade. Si la catastrophe du Heysel implique néanmoins des clubs étrangers, la Belgique, comme de nombreux pays voisins, n'est cependant pas non plus épargnée par l'émergence du hooliganisme, et la violence se banalise dans et autour des stades de football.
Mais il y a aussi la violence politique, qui est très présente à cette époque. La Belgique n'est ici pas non plus seule en Europe, où de très nombreux enlèvements et attentats ont lieu, que ce soit de la part de groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et si la Belgique n'a jamais connu de conflit d'ampleur à cause de la querelle linguistique, Jacques Georgin, un militant et colleur d'affiches du FDF, fut cependant battu à mort en 1970 par des militants du VMO, une organisation nationaliste flamande d'extrême droite. Et dans les fourrons, il s'en fallut de peu pour qu'il y ait un mort, quand la vitrine d'un café francophone fut mitraillée par des militaires membres du VMO. Les fourrons furent un lieu de tension durant des décennies, et des épisodes de violence ont été commis par les deux camps durant cette période. Et c'est une chance qu'il n'y ait jamais eu de mort. En 1984-1985, encore une fois 85, il y a aussi le cas des CCC, les cellules communistes combattantes qui commettent plusieurs attentats contre l'OTAN, des banques ou des partis. Et le 1er mai 1985, les CCC déposent une camionnette bourrée d'explosifs devant la Fédération des entreprises de Belgique. Et le véhicule explose après que les CCC aient annoncé leur attaque, tuant ainsi 2 pompiers. Finalement, les membres des CCC seront arrêtés fin 85. Et à l'extrême droite, outre les actions du VMO, il y a aussi le Front de la jeunesse qui commet de nombreux crimes, en assassinant notamment un Français d'origine algérienne dans un café ou en mettant le feu à plusieurs locaux d'organisations marqués à gauche. En fait, la liste est hélas trop longue pour citer tous les attentats politiques commis durant cette période. Il y a des assassinats ciblés, comme celui du leader socialiste liégeois André Cols en 1991, ou bien celui en 1981 de Naïm Kader, représentant de l'Organisation de libération de la Palestine en Belgique. Il y a aussi des attentats sanglants, qui visent une synagogue d'Anvers en 1981, puis la Grande Synagogue de Bruxelles en 1982, faisant au total 3 morts et de très nombreux blessés. Bref, vous le voyez, les années 70 et 80, c'était loin d'être toujours gai. Mais c'est aussi une période où la société continue à se transformer rapidement, comme elle avait commencé à le faire dans les années 50 et 60. Et oui, la Belgique des années 70 et 80 continue sa mutation. Les enfants du baby-boom deviennent adultes, il y a de nouveaux Belges avec l'immigration, et la Belgique et le monde sont en pleine transformation. Dans les années qui suivent mai 68, on assiste en effet à une demande pour une société plus permissive de la part d'une jeunesse qui devient presque une nouvelle catégorie sociale. Face au flux croissant d'élèves dans les écoles et aux demandes de changement, l'enseignement se réforme, avec l'introduction de l'enseignement rénové, qui entend notamment davantage faire participer les élèves. Devenus adultes, la jeunesse a des préoccupations nouvelles, et de nouvelles associations, non liées aux piliers traditionnels, vont voir le jour. Ainsi naissent des organisations de soutien à ce qu'on nomme le tiers-monde, comme le CNCD ou Oxfam. D'autres, comme le MRAX, luttent contre le racisme. Et il y a aussi les organisations comme les Amis de la Terre qui se préoccupent des problèmes écologiques croissants dès cette époque. Globalement, une part de plus en plus large de la population entend pouvoir débattre des grandes décisions politiques et défendre un autre projet de société, et pour cela, beaucoup n'hésitent pas à s'investir et à militer. Un courant antimilitariste et pacifiste se développe aussi et trouve son point culminant avec la manifestation contre l'installation de missiles nucléaires en Belgique, qui réunit près de 400 000 personnes en 1983, soit une des plus grandes manifestations de l'histoire de la Belgique. Parmi les grandes transformations, il y a aussi les mœurs, les habitudes, les normes, bref, tout ce qui se fait ou pas, tout cela change très vite. Déjà, on remarque une baisse constante de la pratique du culte catholique et la fréquentation de la messe, les baptêmes et les mariages religieux diminuent. D'autre part, la sexualité devient plus libre. La pilule contraceptive féminine se répand et les divorces sont plus fréquents, de même que les enfants qui naissent hors mariage. Et enfin, l'homosexualité commence à être plus acceptée. Globalement, les droits des femmes continuent aussi de progresser, et les dernières inégalités légales disparaissent peu à peu, même si l'égalité réelle demeure cependant loin d'être atteinte. Et sur la question de l'arrêt de grossesse, il faut attendre 1990 pour que le Parlement dépénalise partiellement l'avortement. Cela fait suite à un long combat de nombreuses associations qui s'étaient longtemps heurtées au poids des socio-chrétiens, grands opposants à la dépénalisation de l'avortement. Une loi que le roi Baudouin refusa d'ailleurs de signer, l'obligeant donc à se mettre en incapacité de régner quelques heures, le temps que le gouvernement la signe à sa place. Du début des années 70 au début des années 90, la population belge continue d'augmenter, notamment à cause de l'immigration. Pour rappel, c'est le gouvernement belge qui avait organisé le recrutement de travailleurs italiens, marocains, turcs, espagnols et j'en passe
afin de trouver de la main-d'œuvre pour l'économie belge, notamment dans les métiers difficiles que beaucoup de Belges ne voulaient plus faire. Mais en 1974, suite à la crise, le gouvernement décide cependant de mettre fin à l'immigration, sauf dans le cadre du regroupement familial ou pour les réfugiés politiques. Toutefois, une grande partie des autorités belges semble alors ne pas tenir compte du fait que les immigrés ont des enfants, ou du moins, elles ne considèrent souvent pas ces enfants comme les autres. Ainsi, bien que nés en Belgique, les enfants d'immigrés subissent souvent les mêmes discriminations que leurs parents, et certains quartiers peuplés d'immigrés sont chroniquement sous-financés par les pouvoirs publics. Et ce sont alors souvent des associations citoyennes qui tentent de pallier ces manquements. Ainsi, il faudra attendre les émeutes de Forêt en 1991 pour que l'État commence à essayer d'améliorer les conditions de vie dans les quartiers immigrés de Belgique. Après analyse, c'est bien une toute autre Belgique qui apparaît en 1993. La Belgique des années 90 est devenue bien différente de celle de 1970, que ce soit sur le plan institutionnel, mais aussi économique et sociétal. Mais toutes ces transformations ne sont pas nécessairement propres à la Belgique, et sur bien des plans, elles sont assez similaires à ce qui peut se passer dans les pays voisins. Le début des années 90 est d'ailleurs une époque de transformation internationale importante, avec la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide, ou encore la signature du traité de Maastricht en 1992 qui institue l'Union européenne, réunissant désormais la plupart des pays d'Europe occidentale et à partir de 2004, de nombreux pays d'Europe de l'Est. Mais si la Belgique participe à cette union qui rapproche les États européens, les Belges semblent parfois continuer à s'éloigner les uns des autres. Et les réformes institutionnelles semblent ne pas prendre fin en Belgique, et deux nouvelles réformes de l'État auront encore lieu en 2000 et 2012. Le fédéralisme belge semble donc à jamais inachevé. Et aujourd'hui, certains déplorent cet État fédéral qui serait devenu trop complexe et impossible à comprendre pour les simples citoyens. Ce à quoi on répond souvent que les réformes de l'État sont peut-être imparfaites, mais qu'elles sont le fruit de compromis entre des partis ayant reçu les suffrages électeurs aux idées souvent très opposées, et que sans ces compromis, parfois compliqués, la Belgique aurait sans doute fini par exploser. Toutefois, encore aujourd'hui, le point important des partis nationalistes flamands fait peser une grande incertitude sur l'avenir du pays. Cependant, si on prend un peu de distance, on observe que les tensions entre les communautés linguistiques semblent s'être fortement affaiblies depuis une trentaine d'années, et il n'y a plus d'affrontements aussi aigus comme lors de la question royale, de la grève de 60, des marches flamandes sur Bruxelles, de l'affaire de Louvain, ou encore des problèmes dans les fourrons. Mais s'il n'y a donc pas vraiment d'animosité entre les Belges, certains déplorent plutôt une indifférence croissante entre néerlandophones et francophones, car la fédéralisation de l'État a fait naître des mondes à part, avec des institutions, des médias et des univers bien différents. Un peu comme si deux personnes continuaient à vivre en paix sous un même toit, mais sans jamais rien faire à deux, pas même regarder la télévision. Même si là aussi, il faut relativiser ce constat, car plusieurs événements ont prouvé que les Belges se rassemblaient encore parfois, que ce soit lors de drames comme l'affaire du Trou en 1996, ou encore lors des inondations en Wallonie en 2019, mais aussi à l'occasion d'événements plus joyeux, comme quand l'équipe belge de football est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde 1986 et 2018, suscitant la joie dans toutes les régions du pays. Mais certains objecteront qu'il s'agit généralement d'événements spécifiques, et finalement assez rares, et que les Belges ne sont plus que rarement unis autour d'un projet commun qui dure dans le temps. Alors, que va devenir la Belgique ? Eh bien, comme chacun, l'historien ne peut pas prédire l'avenir. Depuis 1993, les crises politiques sont demeurées nombreuses en Belgique. Avec un Parlement élu au scrutin proportionnel, composé de nombreuses familles politiques, elles-mêmes divisées en partis néerlandophones et francophones, et avec une Flandre qui vote plus à droite et des francophones qui votent plus à gauche, la constitution de majorité pour former un gouvernement a souvent été compliquée. Et la Belgique a battu de nombreux records de durée pour former un gouvernement. Et souvent, on s'est interrogé sur l'existence même du pays. Mais si depuis 30 ans, comme depuis l'indépendance du pays, beaucoup ont souvent annoncé la fin prochaine de la Belgique, elle est pourtant proche de célébrer ses 200 ans. Alors on pourrait donc croire qu'elle restera toujours debout malgré les tempêtes. Mais ce serait tomber là dans une autre certitude douteuse. Car ce n'est pas parce qu'une prédiction s'est avérée fausse pendant longtemps qu'elle ne finira jamais par se réaliser. Mais quoi qu'il advienne de la Belgique, son histoire demeurera sans doute aussi complexe que passionnante à étudier. Ici s'achève cette série, dans laquelle j'ai voulu vous résumer les grandes lignes de l'histoire de la Belgique depuis l'Antiquité. Je suis vraiment content d'avoir pu arriver au bout de ce projet,
et je vous remercie tous que vous me suiviez depuis le début ou que vous me découvriez avec cet épisode. Et rassurez-vous, ce n'est pas la fin de la chaîne Van de Belgique pour autant. Loin de là, il reste encore tout ou presque à raconter. Mais avec cette série, j'espère avoir déjà pu vous transmettre une base afin de mieux comprendre le contexte des futures histoires que je vais vous raconter. Avant de conclure, je voudrais aussi remercier tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans ce projet, mais aussi rendre un hommage appuyé à tous les historiens et les historiennes qui ont écrit les ouvrages que j'ai pu lire pour réaliser cette synthèse. Et mes sources principales se trouvent d'ailleurs dans le générique et en description de chaque épisode. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté tout ce temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à commenter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.